RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, le grand journal. À la une, le drame de l'émigration irrégulière. 30 corps de migrants découverts dans une fosse commune à Ndiago, c'est dans la région de Saint-Louis. Leur pirogue avait quitté Niodior, c'est à Fatick qu'ils étaient plus de 160 candidats à bord. On en sait un peu plus sur l'affaire Famara Ibrahima Cissé. Sa famille a annoncé sa disparition, mais en réalité, il a été arrêté et placé en garde à vue pour escroquerie présumée. Plus de détails dans ce midi. Examen du baccalauréat. Après les 60 élèves de Kaolack, 5 autres ont été exclus à Médina Yoro Foulah, 2 à Kafountine, 12 à Goudomp et 42 ici à Dakar au centre d'examen de l'université Amadou Hampâté Bâ pour détention de téléphone portable. Au lycée Maurice de la Fosse, par contre, tout se passe bien. Seulement les candidats regrettent ce qui est arrivé à leurs camarades. Le Premier ministre Ousmane Sonko à Saint-Louis samedi prochain. Ça coïncide avec la deuxième journée du Set Setal national lancée par le chef de l'État le mois dernier. Mansour Faye, le maire de la ville, lui réserve un accueil chaleureux, mais avec plusieurs revendications. Nos rendez-vous hebdomadaires, le journal international, le sport et la revue de la presse. Point de vue, mission d'audit dans les structures publiques et parapubliques. Comment comprendre cette démarche des autorités alors que des rapports d'audit des corps de contrôle sont déjà disponibles? On en parle avec nos deux intervenants. Rendez-vous en fin de journal. Amadi Ndiaye est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, le décès de Baba Diaw Itok, levé du corps ce matin à l'hôpital principal devant un parterre d'autorités et de personnalités. Plusieurs témoignages sur le défunt. Idrissa Seck, par exemple, il s'incline devant la mémoire du défunt et regrette la disparition d'un homme, d'un grand homme, un patriote, une référence. Baba Diaw était pour nous un grand frère de Thiès qui a toujours été une référence pour tous les jeunes cadres thiessois qui l'ont vu faire de très brillantes études supérieures et être un capitaine d'industrie dans beaucoup de secteurs. Les gens parlent souvent du secteur pétrolier, mais il était aussi dans la banque, il était dans l'agriculture, dans l'élevage. C'était un modèle pour beaucoup d'entre nous. Le Sénégal a perdu un grand fils qui peut servir de référence et de modèle pour les jeunes générations. Vous allez marquer son humanité, son humilité, sa simplicité et le fait d'être attentif aux problèmes de ses compatriotes et d'être toujours en quête de solutions pour les plus démunis. Voilà, c'était donc le témoignage d'Idrissa Seck ce matin à la levée du corps de Baba Diaw Itok, inhumation à Thiès, sa ville natale. Baba Diaw Itok qui était donc le patron de Itok et de Oryx, deux entreprises très influentes dans le secteur des hydrocarbures. Koumba Sandiane Faye, peut-être avant la fin de cette édition. Direction Saint-Louis où une embarcation qui avait à son bord 167 migrants a chaviré au large de Ndiago. 30 corps ont été retrouvés puis enterrés dans ce village de la République islamique de la Mauritanie, puis à quelques kilomètres seulement de Saint-Louis. Le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal a donné l'information à notre correspondant Ousseynou Diop. Une pirogue qui avait quitté Niodior, selon les premières sources, a chaviré au large de Ndiago, en République islamique de Mauritanie. Un village situé à moins de 10 km de la ville de Saint-Louis. 30 corps ont été retrouvés et enterrés hier sur place. Le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, Unapas Makadjé, a donné l'information ce matin. La pirogue était remplie de migrants clandestins. Elle a quitté Niodior pour aller en Espagne. Malheureusement, l'embarcation a chaviré depuis le 1er juillet. Il y avait au total 167 personnes à bord. Hier, 30 corps ont été retrouvés sur la plage. Je peux dire que sur les 167 personnes qui étaient à bord, seules 30 ont été retrouvées saines et sauves. Le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal a aussi lancé un appel à l'endroit des autorités sénégalaises pour mettre fin à ce phénomène. Aujourd'hui, c'est le moment de lancer un message aux autorités. Le président Ousmane Sonko et son gouvernement doivent prendre des mesures pour stopper ce fléau. On a perdu beaucoup de jeunes et c'est le moment d'appeler la jeunesse sénégalaise à être consciente. Les parents aussi doivent parler avec leurs enfants. Depuis quelques années, la saison hivernale est le moment choisi par les jeunes pour aller en Espagne. Dans la capitale du Nord, beaucoup de jeunes activent leur réseau pour quitter le pays dans les jours à venir. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Notez que la Marine nationale a intercepté la nuit dernière à Yen 74 candidats à l'émigration irrégulière. Parmi eux,
22 femmes, 5 enfants et 15 mineurs. Ils ont été interpellés par le patrouilleur Le Cayor. Dans ce lot de 74 personnes, les 63 sont des Guinéens, les 2 des Bissau-Guinéens et les 9 autres sont des Sénégalais, selon nos informations midi 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais, après Kaolack, Medina Yoro Fula et Kafountine, encore des candidats au baccalauréat exclus pour détention de téléphone portable. Les faits ont eu lieu au centre d'examen de Goudomp, précisément au jury 1213. Le chef du centre, tout comme le président du jury, n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. Information de notre correspondant Bakary Konté. 42 autres candidats au baccalauréat ont été interdits hier, cette fois-ci ici à Dakar, au centre d'examen de l'université Amadou Hampâté Bâ, pour détention de téléphone portable. Ces candidats appartiennent à 2 jurys, 40 pour le jury 1397 et 2 pour le jury 1396. Au lycée Maurice Delafosse, le baccalauréat se poursuit sans souci. Seulement, les candidats rencontrés regrettent ce qui est arrivé à leurs camarades, surtout ceux de Kaolack. Ils demandent à tous de respecter les consignes et interdits des autorités. Un reportage signé Oumou Kalsoumli. Lycée Maurice Delafosse, c'est l'heure de la pause pour certains candidats. La cour de l'établissement se remplit peu à peu. Sophia vient de finir l'épreuve d'espagnol. Elle est dans le jury 1391. La jeune lycéenne déplore les perturbations notées lors de la première journée et demande à ses camarades de respecter les règles. On nous avait dit de ne pas ramener les téléphones, que ce soit dans le centre, aux alentours et en classe. Donc je pense qu'on nous avait déjà prévenus. Il y a eu le reportage dans le journal télévisé, dans le journal écrit et les réseaux sociaux. Donc je pense qu'ils ont juste fait abstraction des règles qui étaient déjà établies. Concernant notre cas, dans ce centre-là, on n'a pas eu ce genre de problème parce que dans notre école par exemple, on nous avait demandé de ne pas ramener les téléphones, que ce soit dans le centre ou ailleurs. Si par exemple on t'attrape et que tu as un téléphone, tu reprends le bac d'ici 5 ans ou 1 an et tu perds une année de ta vie. Amina, elle, a pris les devants en laissant son portable à la maison. Elle invite tous les candidats à faire comme elle. Quand on est venu le premier jour, le président du jury, il a demandé qui avait son téléphone ou pas, de remettre. Et je pense que personne n'avait son téléphone. En tout cas, ça s'est très bien passé jusque-là. En tout cas, ça s'est bien passé. Les élèves sont très attentifs et les épreuves se déroulent normalement. Mohamed, candidat en série L2, se prépare pour les autres épreuves qui restent. Il se dit satisfait du bon déroulement de l'examen. Je n'amène même pas mon téléphone. Mon téléphone, je ne l'amène pas. Il est à la maison. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça va ici. À de la façon, il n'y a pas de problème, franchement. Oui, on n'a pas encore attrapé des tricheries. Donc, dans l'ensemble, ça va. Au lycée Maurice Delafosse, les candidats ont respecté les consignes édictées par les autorités. Tous souhaitent décrocher leur premier diplôme universitaire. Oumou Kalsoumli, je rappelle que 60 élèves ont été exclus à Kaolack, 5 à Medina Yoro Fula, 2 à Kafountine, 12 à Goudomp, 42 à l'université Amadou Hampâté Bâ, tous pour détention de leur téléphone portable. Le pire évité de justesse à Bakel, une collégienne qui revenait de l'école a été prise à partie par 2 individus à bord d'un véhicule 4x4 qui l'ont embarqué de force avant de prendre la direction de Diawara. Mais en cours de route, le véhicule a eu une crevaison de pneus et c'est au moment où les 2 individus en question réparaient donc la roue que la fille a profité pour prendre la fuite. Elle a été sauvée dans sa course par un conducteur de moto Jakarta. La victime raconte à Pape Ousseynou Diallo le film du rapt avorté. Et c'est hier soir à ma descente de l'école qu'un véhicule 4x4 de couleur blanche s'est garé devant moi. C'est à hauteur du stade de Bakel. Ils sont descendus du véhicule et se sont dirigés vers moi. Ils étaient 2. Ils m'ont prise à partie et m'ont fait monter dans le véhicule en direction de Diawara. C'est à l'entrée de cette ville qu'un des pneus du véhicule s'est crevé. Ils sont tous descendus en me laissant seule dans le véhicule. C'est quand j'ai aperçu un conducteur de moto Jakarta que j'ai profité de l'occasion pour ouvrir la porte de la voiture et sortir. J'ai crié et le conducteur de la moto est venu vers moi. C'est à cet instant qu'ils ont pris la fuite. J'ai expliqué ce qui s'est passé au conducteur qui m'a ramené jusqu'à chez moi à Bakel. Je profite de l'occasion pour alerter tous les enfants. Il faut être vigilant.
L'insécurité donc à l'intérieur du pays, notamment avec ce braquage qui a eu lieu vers 5 heures du matin sur l'axe Douta-Kédougou. Les assaillants, au nombre de 5 encagoulés et armés de fusils, ont immobilisé le véhicule qui assure la liaison sur cet axe à hauteur de Mandakholli. Le chauffeur qui a reçu une balle sur la poitrine a été évacué à l'hôpital régional Ahmad Mansour de Kédougou. Les 6 passagers à bord ont été dépouillés de tous leurs biens, argent et portable. Information de notre correspondant Ibrahima Diabakhaté. L'activiste Famara Ibrahima Sissé, il est actuellement aux urgences à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Il aurait fait un malaise en pleine garde à vue hier nuit au commissariat de Bel-Air. Le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières fait l'objet d'une plainte pour escroquerie présumée. Sa famille, qui avait annoncé sa disparition, dénonce un acharnement. Anna Rocha. Tout a démarré ce lundi 1er juillet, habillé de t-shirts blancs sur lesquels est inscrit non aux abus bancaires. Famara Ibrahima Sissé et d'autres membres de l'association Axif avaient convié la presse devant le siège de la BHS de Dakar pour dénoncer des prélèvements abusifs et injustifiés. Le point de presse n'aura finalement pas lieu. Les activistes sont arrêtés et conduits au commissariat de la Médina avant d'être relâchés. C'est dans la soirée, en allant répondre à une invitation des confrères de Walf pour une émission censée démarrer à 20h, que sa famille perd la liaison avec lui. Après 48 heures d'angoisse, sa famille est finalement informée. Babacar Sissé et son frère aîné. Nous avons été, n'est-ce pas, dans beaucoup de commissariats. Mais lorsqu'on nous a informé qu'il était arrêté, n'est-ce pas, à la police de Bel-Air, nous étions, n'est-ce pas, ensemble, la famille et l'Axif, les membres de l'Axif, à la police de Bel-Air. Il était en bonne santé jusqu'à 2h du matin. Mais à notre grande surprise, ce matin, le commissaire nous a informé qu'il a été évacué d'urgence à la CTO. L'activiste est toujours aux urgences de l'hôpital. Sa famille à son chevet, attendant qu'il se réveille. En ce qui concerne l'affaire d'escroquerie pour laquelle il a été placé en garde à vue suite à une plainte d'un commerçant qui lui réclame 2 millions de francs CFA, Babacar Sissé dénonce un acharnement. On ne comprend pas, c'est un acharnement, Il y a des lobbies bancaires qui sont derrière tout ce dossier-là. Ils vont utiliser, n'est-ce pas, tous les moyens pour déstabiliser M. Famara Ibrahima Sissé. Depuis plusieurs années, Famara Ibrahima Sissé est impliqué dans de nombreux dossiers qui opposent les banques aux usagers. 94.0, la radio en puissance. Midi 13 minutes. Ce jeudi est célébrée la journée mondiale du paludisme. Cérémonie à Kédougou sous la présidence du ministre de la Santé. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Le SAMES qui se dit déçu de la posture justement du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Selon le syndicat des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal, le docteur Ibrahima Sy ne doit pas tomber aussi bas, encore moins céder face à une supposée pression, une réaction au lendemain des nominations effectuées par la tutelle, nomination qui serait au détriment des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes. Docteur Diabel Dramé, le secrétaire général national du SAMES, avec Boubacar Dieng. La dernière en date de ces nominations, par rapport à toutes ces nominations qui sont dénaturées et qui sont dans une situation d'aller dans le sens de dénaturer ce système, c'est la nomination à la tête de la division de lutte contre le sida. Un économiste de la santé a lieu et place, en tout cas, d'un éminent professeur, en l'occurrence le docteur Cheikh Tidiane, qui a eu à faire beaucoup, en tout cas pour la bonne marche de ce système de santé et particulièrement dans la lutte contre le VIH. Ni dans la forme, ni dans le fond, on conteste, le SAMES conteste vraiment cette nomination. On peut mettre effectivement, en tout cas, on peut aller dans le sens toujours de faire des nominations, des changements à la tête d'institutions, bien de services ou divisions ou directions de la région, du secteur de la santé, mais à un moment donné quand même, il faut savoir choisir des profils. On ne peut pas mettre n'importe qui. On n'a rien contre les économistes de la santé. Nous, en matière de santé publique, on a également, en tout cas, des activités d'économie de la santé, mais quand même, il faut bien savoir choisir les profils. Et c'est toute une série de nominations qu'on a constatées ces derniers temps, au-delà de cela, de cette particularité, au niveau du cabinet. Mais pour nous, le cabinet, ça importe peu, on a l'habitude de le dire, ce sont des nominations politiques, à la limite même népotistes ou clientélistes, mais même pour le cabinet, là aussi, on alerte le ministère par rapport à ça.
on ne peut pas mettre n'importe qui. Il faut savoir choisir des personnes qui sont à la hauteur, en tout cas de ces postes de responsabilité très importantes au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Diabel Dramé, secrétaire général national adjoint du SAMES, qui répondait aux questions de Boubacar Dieng. Ce bras de fer entre les syndicalistes du SDT3S et le médecin-chef de Matam, la tension est de plus en plus vive. Les autorités municipales de Matam se sont prononcées justement sur les conditions d'affectation de l'infirmier au nouveau poste de santé de Nawel à l'origine de la grogne. Ali Bandel-Niang. Après la sortie des syndicalistes de SD3S qui réclament purement et simplement le départ du médecin-chef du district sanitaire, les autorités municipales de Matam montent au créneau pour prendre la défense de Dr Cheikh Alioune Mbacké. Selon Malik Ba, le secrétaire général du conseil municipal de Matam, l'affectation de l'infirmier au nouveau poste de santé de Navel à l'origine de la grogne n'a rien d'irrégularité. Pour nous, franchement, c'est quelque chose quand même de normal. Vous savez, c'est la gestion communautaire. Au moins que nous, à notre niveau, le maire à son niveau, choisisse quelqu'un quand même, au moins, qui répond à ses attentes. Et nous, en tant que commune, et aussi c'est le médecin-chef Mbacké, c'est quelqu'un franchement qu'on a une très bonne collaboration. Depuis qu'il est là, on travaille en parfaite collaboration. J'ai pas vu en lui, franchement, une mauvaise gestion. Franchement, c'est pas lié d'exiger le départ du médecin-chef. Une sortie jugée inopportune selon les syndicalistes qui ont remis ça en se retrouvant à cette fois Nabadji Sivol. Mathieu Youm porte leur parole. Je m'adresse au médecin-chef du district sanitaire de Matam. Quels sont vos liens de parenté entre Sohna Awa Mbacké, sage-femme de Ngidjilon, et vous, médecin-chef? Quels sont vos liens de parenté entre l'infirmier chef de poste de Sinthiou Garba, entre vous et l'infirmier de Sinthiou Garba? C'est votre cousin Germain, l'infirmier de Sinthiou Garba. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le maire, c'est le premier partenaire de la santé de la population, car la santé est une compétence transférée. Mais monsieur le maire également, c'est pas qualifié, c'est pas le technicien. Le maire peut s'engager pour recruter, pour payer quelqu'un. Mais il revient au médecin-chef de voir qui payer. Son conseiller, c'est le médecin-chef du district. Des syndicalistes qui campent visiblement sur leur position face au médecin-chef du district sanitaire de Matam, qui bénéficie aujourd'hui du soutien des responsables de nombreux comités de santé. Matam, Ali Bandel-Niang, RFM. Ali Bandel-Niang, la crise qui persiste à la RTS, le nouveau directeur général Pape Alé Niang a acté la suppression des avantages liés à l'accord d'entreprise signé par l'ancien directeur général. Le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public dénonce et déplore également l'attitude des deux autres syndicats de l'entreprise qui ont fait une sortie hier sur cette antenne, certainement vous les avez entendus, pour se démarquer et soutenir Pape Alé Niang dans cette lutte. Mamadou Diaw, le chargé des revendications du SYNPAP, au téléphone avec Eladji Ndiogou. Comme il l'avait dit, il l'a fait en toute illégalité. Une mesure unilatérale qui est impopulaire. Ce n'est pas tout simplement les salaires, les bulletins de salaire avec la réduction de nos salaires. Mais il y a aussi l'arrêt des CDD. Il y a un cas pathétique qui vient de se passer à Diamniadio. Un gars qui a fait 2 ans de CDD alors qu'il est arrêté. Pendant ce temps, sa femme était hospitalisée et était prise en charge par l'IPM RTS. Quand son contrat a été arrêté, sa femme a été sortie parce que l'IPM ne prend plus en charge les frais médicaux de sa famille. Et aujourd'hui, si cette femme-là succombe, la responsabilité est courue d'avance. C'est pourquoi nous dénonçons énergiquement vraiment cette méthode hitlérienne qui ne repose absolument que sur la force d'un homme qui ne tremble pas devant la vérité. Quand les 3 syndicats rencontraient le DG Pape Alé Niang, tous les 3 secteurs généraux, SYNPICS, SYNTES, SYNPAP, ont marqué leur désaccord face à cette mesure impopulaire ce jour-là. Ensuite, notre secrétaire général Mamou Moussa Niang s'est rapproché des 2 secrétaires généraux et ils nous ont fait savoir qu'il allait faire leur ndëpp interne. À notre grande surprise, pour la première fois au monde, qu'un secrétaire général de syndicat soit d'accord pour qu'on puisse baisser le salaire de ses adhérents, mais c'est sidérant. Vous étiez proche de l'ancien DG Racine Talla, eux, ils sont proches du nouveau DG Pape Alé Niang. Non, dire cela, c'est méconnaître un syndicaliste. Rien qu'un syndicaliste. Nous sommes dans les combats de principe. On n'est pas des partisans. Nous sommes dans les principes. Et puis, Kermassar, les stagiaires contractuels des pêches recrutés à travers le programme Xeyundaouni qui demandent leur intégration dans la fonction publique. Leurs contrats ont expiré depuis le 30 juin dernier. Ils interpellent leur ministre de tutelle, Ousmane Thiongan, leur président, avec Aminata Ba.
Le ministre des Pêches et de l'économie maritime d'alors, M. Alioune Ndoye, a lancé un programme de recrutement de 100 jeunes meilleurs diplômés des écoles et instituts de formation liés à la pêche. Les contractuels retenus sont engagés d'abord pour un contrat d'1 an renouvelable le 1er juillet 2022. Le contrat a été renouvelé en juillet 2023 pour une durée d'1 an non renouvelable. Malgré leur contribution significative dans le secteur, les contractuels stagiaires sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment les retards récurrents de paiement des pécules, la prise en charge sociale et la suite incertaine des contrats qui prennent fin. Par ailleurs, ces stages, en plus de consolider nos connaissances théoriques, nous a permis d'acquérir des compétences clés indispensables dans le secteur de la pêche. En sortons plus qualifiés et prêts à saisir de nouvelles opportunités. Première recommandation, la signature des contrats à durée indéterminée au même titre que les contractuels de la CPA. Le recrutement des contractuels stagiaires au niveau de la fonction publique, leur titularisation automatique car ayant servi au moins pendant 2 ans pour la plupart. Les contractuels stagiaires mesurent bien la sensibilité du chef de l'État et de son gouvernement sur les questions relatives à l'employabilité des jeunes. Ils sont convaincus que les doléances susmentionnées seront satisfaites au bénéfice de tout un chacun. Ousmane Thiongan, le président du collectif des stagiaires contractuels des pêches. Le Premier ministre Ousmane Sonko, il est attendu samedi prochain à Saint-Louis. Ça coïncide avec la 2e journée du Set-Setal national lancée par le chef de l'État le mois dernier. Mansour Faye, le maire de la ville, lui réserve un accueil chaleureux, mais avec plusieurs doléances, notamment la finalisation des travaux de l'assainissement de Pikine et le démarrage des travaux de l'hôpital Maître Alioune Badara Cissé. Mansour Faye, le maire de Saint-Louis, avec Ousseynou Diop. Pour saluer donc, cette décision prise de venir à Saint-Louis pour sa première sortie, en profiter pour inviter toute la population de Saint-Louis pour accueillir M. le Premier ministre. Et, en profiter pour inviter toute la population de Saint-Louis pour accueillir M. le Premier ministre. Et le premier point important, parmi tant d'autres, c'est la finalisation des travaux d'assainissement de Pikine dans le cadre des 10 villes. Premier point. Le deuxième point est relatif au démarrage des travaux de l'hôpital Alioune Badara Cissé, l'hôpital de niveau 4, pour lequel l'ensemble des diligences ont été faites. Nous lançons un appel à l'endroit non seulement de M. le Premier ministre, mais aussi à l'endroit de M. le Président de la République, pour que les travaux de l'hôpital Maître Alioune Badara Cissé puissent démarrer rapidement. Maître, c'était donc Mansour Faye, le maire de Saint-Louis. Et puis nous parlons des assises de la justice, remise du rapport au chef de l'État ce jeudi. Les pourparlers ont débouché sur une dizaine de recommandations, entre autres une révision du code pénal, une réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature, l'instauration d'un juge des libertés et de la détention, le tout dans le dessein d'améliorer l'indépendance de la justice et d'assurer également une meilleure séparation des pouvoirs judiciaires, du pouvoir judiciaire et exécutif. Distribution des semences agricoles, grincement de dents, Andramé, Escale. Les agriculteurs de Kersamba Amat sont montés au créneau pour dénoncer la clé de répartition. Ils disent être laissés, donc être lésés et demandent aux autorités de rectifier le tir. Fatoumbo, donc si l'élément en place est en place. Oui, correspondance Fatoumbo. Notre situation de détresse, de désolation. Des agriculteurs du village de Kersamba Amat dénoncent la répartition inéquitable des semences dans la commune d'Andramescal. Ils jugent cette situation injuste et tirent la sonnette d'alarme. Cheikh Thiam porte leur voix. Les autres villages reçoivent une part de 150 kg d'arachide, parfois même 200 kg d'arachide. Nous, en ce qui nous concerne, pour chaque ménage, il nous faut 50 kg d'arachide. Nous dénonçons cette situation et nous interpellons les autorités locales. Face à ce qu'ils qualifient de manque de considération pour leur village, ces agriculteurs interpellent l'État, en particulier les autorités locales. Face à ce qu'ils qualifient de manque de considération pour leur village, ces agriculteurs interpellent l'État, en particulier les autorités compétentes, à revoir leur position.
Nous sommes un village comme tous les autres villages de la commune d'Indramescal et nous voulons également que notre droit le plus absolu nous revienne. Mais nous interpellons également les autorités étatiques pour qu'elles reviennent à la raison, pour véritablement réparer cette injustice. La distribution des semences dans le monde rural suscite de nombreuses réactions parmi les acteurs agricoles qui appellent les mouvements et associations paysannes à plaider en leur faveur. Nous interpellons véritablement tous ceux qui sont capables de nous venir en aide et toutes les bonnes volontés. Fatou Ndramescal, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Georges Déthié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. En République démocratique du Congo, plus de 20 militaires condamnés à mort. 25 militaires plus exactement. Ils sont accusés de fuite devant l'ennemi lors des récents combats contre les rebelles du M23. C'est ce que rapportent leurs avocats. Au total, 31 prévenus, 27 militaires et 4 femmes civiles épouses de militaires ont comparu dans ce procès en flagrance devant le tribunal militaire de garnison de Boutemba dans le nord Kivu, siégeant en audience foraine près de la ligne de front dans le village d'Alimbongo. Haïti, première patrouille de la police kenyane à Port-au-Prince. Patrouilles qui ont démarré hier, mercredi, dans les rues de la capitale haïtienne. Des policiers portant des gilets pare-balles et des armes automatiques. Sur la tienne. Le groupe, le premier contingent de policiers étrangers soutenu par l'ONU dans le pays, est arrivé en Haïti en juin. Près de 2 ans après que le pays en difficulté des Caraïbes ait demandé d'urgence de l'aide pour mettre fin à une flambée de violence des gangs. Les gangs criminels contrôlent actuellement environ 80% de la capitale, Port-au-Prince. Selon un rapport récent de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, la recrudescence de la violence en Haïti a entraîné le déplacement de plus de 580 000 personnes au cours des derniers mois. Mercredi, le petit groupe d'officiers ne s'est pas éloigné de l'aéroport international de Port-au-Prince où ils sont basés. La patrouille a attiré la curiosité des passants mais s'est déroulée sans confrontation avec des gangs ou des incidents. Le premier ministre haïtien Gary Coney a déclaré mercredi au Conseil de sécurité qu'il se félicitait de la mise en œuvre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Il déclare, je cite, « Haïti est actuellement à un point critique avec 12 000 individus armés qui prennent en otage une population de 12 millions d'habitants. » Fin de citation. Il rajoute que le déploiement du premier contingent de police aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devrait permettre de mettre un terme à la barbarie des groupes criminels. Des centaines de policiers kenyans sont arrivés en Haïti le 25 juin dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité pour aider à libérer le pays de l'emprise des bandes criminelles armées. Ils seront ensuite rejoints par des policiers et des soldats de Bahamas, du Bangladesh, de la Barbade, du Bénin, du Tchad et de la Jamaïque, soit un total de 2500 personnes. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a promulgué hier la loi criminalisant le mariage des mineurs dans le pays. Elle prévoit des peines de prison d'au moins 15 ans et des amendes d'au moins 2000 €. Les témoins de tels mariages encourent également une peine de prison ou une amende. Au Moyen-Orient, le Hezbollah libanais déclare avoir tiré plus de 200 roquettes de différentes sortes et lancé plusieurs drones explosifs sur des positions israéliennes ce jeudi. Cela en représailles à la mort dans le sud Liban d'un haut commandant du mouvement chiite tué dans une frappe israélienne. Présidentielle américaine, Joe Biden refuse de se retirer de la course. Pas question de jeter l'éponge. Joe Biden maintient sa candidature. Annonce faite hier lors d'une rencontre avec des élus démocrates. Oumoukal Soumli. Hier, Joe Biden a rencontré 24 gouverneurs démocrates. Plusieurs ont déclaré après la réunion que le président était en bonne santé. Oui, il est qualifié pour être président. Il le fait depuis 3 ans et demi dans des circonstances difficiles. Personne ne nie que sa performance de jeudi soir était mauvaise, mais cela n'affecte pas ses performances en tant que président, affirmé le gouverneur de Minnesota, Tim Walz. Après un récent sondage, un tiers des démocrates estiment que Joe Biden serait trop âgé pour se représenter. Je ne pense pas que Joe Biden soit la meilleure personne pour se présenter à cette élection. Je ne sais pas qui serait le meilleur, mais je n'ai pas confiance à Joe Biden pour gagner cette élection et cela me fait très peur, s'inquiète un électeur démocrate. Selon le New York Times, Biden aurait confié à ses proches alliés qu'il n'avait que quelques jours pour convaincre les électeurs et son parti de sa capacité à exercer ses fonctions. S'il n'y parvient pas, sa candidature
pourrait être mise en cause. Royaume-Uni, les Britanniques connaîtront ce soir le nom de leur futur Premier ministre. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour des élections législatives qui pourraient ramener le Parti travailliste au pouvoir. En cas de victoire du Labour Party, Keir Starmer remplacerait Rishi Sunak au poste de Premier ministre. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, mission d'audit dans les structures publiques et parapubliques. Comment comprendre cette démarche des autorités alors que des rapports d'audit et des cours de contrôle sont déjà disponibles? On en parle tout à l'heure en fin de journal avec nos deux intervenants. Cheikh Oumar Sy, ancien député, président de l'OCIDEM, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, et Eliman Khan, le président de l'association Lex Africa. RFM Sport. C'est avec Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Beach Soko d'abord, les Lions du Sénégal préparent la Guinée. En double confrontation aller-retour les 19 et 21 de ce mois, l'équipe du Sénégal doit donc se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Les Lions sont en regroupement du Sodetiam. Sodetiam que nous allons retrouver. C'est oui, bon? l'élément est bien en place, Sodetiam. En regroupement depuis quelques semaines, les Lions du football de plage continuent d'affûter leurs armes avant la double confrontation contre la Guinée. Les coéquipiers de Alcei Ndiaye vont croiser la Mauritanie en amical, un bon sparring partner selon le sélectionneur Omar Ngala Sylla. Effectivement, nous sommes en préparation depuis la semaine passée à Touab Dialao. Cette semaine aussi, on était à Touab Dialao. On vient de venir à Dakar pour jouer 2 matchs amicaux contre la Mauritanie. Alhamdulillah, le groupe se porte bien. Il y a les anciens, il y a les nouveaux. Donc on a choisi la Mauritanie pour une double confrontation et après voilà, on fera une évaluation pour voir ce qu'on a travaillé les 2 semaines, comment on peut l'augmenter pour préparer la double confrontation contre la Guinée. Donc le choix de la Mauritanie, c'est normal parce que c'est un pays voisin comme la Guinée et ensuite la Mauritanie c'est une belle équipe. Par rapport à la Guinée, on ne peut pas dire grand chose parce qu'on ne les connaît pas, mais de toute façon on se prépare en conséquence. Le groupe vit bien, les joueurs sont en pleine forme, souligne l'un des cadres de cette équipe. Mamour Diagne rajoute que ses coéquipiers et lui restent confiants. La Guinée, c'est une équipe qui vient de débuter sur cette compétition. C'est une équipe qui jouera sans pression avec des individualités. On fera tout pour plier le match aller pour ne pas se mettre la pression au match retour. Le match retour sera facile aussi, Inch'Allah. Si on joue match amical contre la Mauritanie, ça va nous permettre de voir ce qu'on a travaillé à l'entraînement avec le coach. Ce ne sera pas un match facile, on va tout donner pour gagner ce match. L'équipe de la Mauritanie est déjà à Dakar depuis hier pour les rencontres amicales prévues demain vendredi et samedi. Les éliminatoires de la CAN vont se jouer le 19 et le 20 juillet. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique de football 2025, tirage au sort des matchs de poule. Le Sénégal est dans le chapeau 1. Dans le chapeau 1 avec de grosses équipes africaines. Avec le Maroc, pays organisateur, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, le Mali, l'Afrique du Sud, la RD Congo et le Ghana. Le tirage au sort est prévu donc aujourd'hui. Nous y reviendrons avec donc les futurs adversaires de l'équipe nationale du Sénégal pour ces éliminatoires. Basketball avec la phase retour du Final 8 ce vendredi avec donc au programme Guédiawaye Basket contre l'AS Ville de Dakar, Debaloc contre CMT Ziguinchor, Duc contre la Jeanne d'Arc. Chez les hommes, UGB contre US Rail, Copa América, début des quarts de finale cette nuit. L'Argentine de Messi joue contre l'Équateur. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. La presse de ce jeudi, lecture, commentaire, Georges Déthié-Diop. Polémique sur la déclaration de politique générale, s'achemine-t-on vers un dégel? Wolf Quotidien semble répondre par l'affirmative. Et pour cause, le confrère indique que les députés du groupe Walou ont décidé de sauver les meubles sur la situation qui sévit à l'Assemblée nationale. La députée Nafissatou Diallo a introduit l'examen d'une proposition de loi organique qui a pour objet de mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce que confirme Vox Populi. Selon le journal, les députés de Walou déposent
dépose une proposition de loi pour mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il s'agit des députés Nafissatou Diallo, Ibrahima Diop et Serigne Yabo Mbaketia. Ainsi, l'AS affirme que le PDS sauve les meubles. Pendant ce temps, Source A rend compte d'une rencontre entre les présidents des groupes parlementaires de Benno, Yehui et Wallo. Une rencontre loin des indiscrétions. La rencontre des présidents de groupes parlementaires s'est tenue à la demande d'Abdoumbo et dans son bureau. Les responsables du PDS seront informés aujourd'hui de l'objet et de la teneur des discussions. Abdoumbo a, au terme de la rencontre, pris les airs pour rallier le Canada. Principal engagement à tirer de cette rencontre, quand pouvoir et opposition se tirent dessus à l'arme lourde, circuler ces des farceurs, s'exclame Source A, qui ajoute que la preuve, au sortir de leur réunion d'hier, l'ambiance était carnavalesque entre les trois présidents de groupe. Alors que Source A s'arrête sur l'Assemblée nationale, l'observateur s'intéresse à l'exécutif, plus précisément aux 100 premiers jours de la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye. L'Obs fait état d'un retard à l'allumage du projet. Pour l'Obs, l'heure n'est pas encore au bilan, mais à l'observation. Portée à la magistrature suprême au soir du 24 mars dernier, l'élection de Bassirou Diomaye Faye avait fait renaître l'espoir de beaucoup de Sénégalais qui ont cru au projet. Seulement après 100 jours de gouvernance, le retard à l'allumage dans l'application des programmes et orientations du projet commence à inquiéter, surtout avec une crise institutionnelle opposant le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Dans sa livraison du jour, l'Obs a recueilli les avis des acteurs de l'économie, de l'éducation, de la santé, de la société civile, du monde syndical, entre autres. Hier, le président Bassirou Diomaye Faye a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Certains journaux se font l'écho de la réunion au cours de laquelle il a été surtout question de la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal. Selon Le Soleil, le président a décliné ses orientations. Avec les défis d'aménagement du territoire et l'accélération de l'urbanisation du pays notés ces dernières années, le chef d'État veut faire de la relance et du développement du transport ferroviaire une priorité. Réumi Quotidien va plus loin et relève que Bassirou Diomaye Faye fouille les rails. Il a commandé un audit des activités, projets et financements des chemins de fer du Sénégal, de la SETER et des grands trains du Sénégal. À la une de Sud Quotidien, déguerpissement des artères de Dakar, relogement de marchands ambulants, un air de déjà vu, s'exclame mon confrère au marché de Colobane le dimanche dernier pour livrer le message du président de la République. Bassirou Diomaye Faye aux marchands ambulants dans le désarroi suite à une série de déguerpissements initiés par plusieurs mairies de Dakar et sa banlieue. Le Premier ministre Ousmane Sonko a plaidé la construction de cantines, entre autres solutions alternatives pour leur relogement. Seulement, cette approche n'est pas nouvelle puisque des initiatives du genre ont été expérimentées de par le passé et se sont heurtées à la résistance des ambulants. À titre d'exemple, le journal Sud Quotidien parle du centre commercial Félix Eboué construit à cet effet par Khalifa Ababakar Sall, alors maire de la ville de Dakar. Au total, 1000 cantines sont toujours en souffrance. Diomaye réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? Wait and see, affirme Sud Quotidien. Le journal Besbi Le Jour, lui, évoque le retour de la Sonadis. Leurres et lueurs, la Société nationale de distribution, une arme contre les spéculateurs. Le gouvernement veut un nouveau format, la liquidation et les 48 millions des 99 gérants de la Sonadis, Wad et ses magasins témoins Easy Boutique. Tout cela à lire à la page 6 du journal Besbi Le Jour qui informe du décès du patron de Itok. Adieu Baba, s'exclame mon confrère. Le quotidien retrace le parcours d'un pionnier des hydrocarbures. Selon le mandat, le Sénégal perd son mania du pétrole. Pour enquête, l'industrie perd son capitaine. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Nous en venons maintenant à point de vue. Mission d'audit dans les structures publiques et parapubliques. Comment comprendre la démarche ou cette démarche des autorités alors que des rapports d'audit des corps de contrôle sont déjà disponibles? On en parle et nous sommes en ligne avec Cheikh Oumar Sy. Monsieur Sy, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Barthélémy. Ancien député, président de l'OCIDEM, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Notre deuxième intervenant, Eliman Khan. Monsieur Khan, bonjour.
Bonjour, Monsieur Khan, président de l'association de l'ex-Africa. Alors, la première question à vous, cher Omar Sy, ancien député président de l'OCDEM. Aujourd'hui, on constate que malgré les rapports des corps de contrôle disponibles, c'est vrai que certaines actions ont été entamées par les autorités jusque-là, mais ces mêmes autorités ont décidé d'engager des missions d'audit au niveau de certaines structures publiques et parapubliques. Comment vous appréciez un peu toute cette démarche? Oui, merci beaucoup, Barthélémy. D'abord, c'est l'OSIDEA, et pas l'OSIDEM, c'est l'OSIDEA. Et permettez-moi de saluer mon ami et frère Eliman Khan de l'ex-Africa, avec qui nous partageons beaucoup de points de vue communs sur ces questions-là. Aujourd'hui, l'État a décidé de lancer encore des audits, alors qu'on attend déjà qu'est-ce qu'ils vont faire des audits qui ont été déjà sur la table. Parce qu'on se rappelle que le président de la République... Les rapports des corps de contrôle. Oui, dès son ascension au pouvoir, a mis sur la table des dossiers des différents corps de contrôle qui sont là avec des manquements qui ont été constatés. Quelles ont été les mesures qui ont été prises par le régime actuel? On est dans les 100 jours. Est-ce qu'il y a des actes qui ont été posés par rapport à ces audits-là, au lieu de lancer d'autres audits qui peuvent encore retarder le fonctionnement de ce nouveau gouvernement-là? Parce que les audits, ça prend du temps, le temps de faire les recommandations et que ça sorte, ça peut prendre des mois. Mais en attendant que ce travail se fasse, qu'est-ce qui a été fait pour que ces audits, les audits actuellement de l'ancien régime et qui ont été disponibles, qui sont disponibles, quels sont les actes qui ont été posés concrètement par le nouveau régime pour que des sanctions soient prises, soit pour que des recommandations fortes qui ont été sorties par ces corps de contrôle-là soient mises en œuvre. Ça, c'est d'abord pour nous une des priorités avant encore de lancer. Légitimement, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de problème s'ils constatent aujourd'hui qu'il y a aussi d'autres choses qu'il faut découvrir. Mais à mon avis, il y a des audits qui ont été faits. Qu'est-ce qui a été fait pendant ces 100 jours-là par rapport à ces audits-là, par rapport à ces recommandations, à des sanctions qui ont été demandées par les corps de contrôle? D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Sy. Alors, Monsieur Khan, êtes-vous d'avis qu'il fallait d'abord vider ces rapports des corps de contrôle avant d'engager d'autres audits? Oui, je pense qu'il faut d'abord rappeler que il y a deux éléments au moins à prendre en considération. Vous me permettez d'abord aussi de saluer M. Omar Sy, honorable député. Effectivement, comme il a dit, on partage beaucoup de points de vue sur les questions de gouvernance. Mais là, ce que je voulais rappeler, c'est que d'abord, les organes de contrôle travaillent sur la base de plans d'action. Ces organes ont normalement des plans d'action et chaque année doivent pouvoir aller visiter un certain nombre d'entreprises publiques, parapubliques, etc. Les organes produisent des rapports annuels. Mais ils peuvent être aussi actués au besoin par l'administration, je veux dire par surtout le Premier ministre ou le Président de la République. Également, une autre chose à faire, c'est que aujourd'hui là, on attendait une communication claire de la part du gouvernement. C'est la mise en œuvre de ce que prévoit la loi. C'est-à-dire, il y a le code de transparence qui exige à l'État du Sénégal, pour un nouveau régime qui vient de se mettre en place, c'est-à-dire un nouveau président nouvellement élu, de faire la situation financière du pays dans les 3 premiers mois et de me demander à ce que le Conseil constitutionnel puisse maintenant effectivement valider ce rapport-là avant qu'il ne soit publié. Donc ça veut dire que les 6 premiers mois, ce travail doit être fait et normalement aujourd'hui on est à l'issue du 3e mois. Et la situation devrait être faite par le gouvernement. Et donc, ensuite, la Cour des comptes devrait entrer en vigueur pour les 3 mois suivants pour pouvoir publier cette situation économique et financière y compris les questions budgétaires. Donc, je pense que ce travail d'audit, il est normal pour un nouveau régime qui se met en place. Il faut juste faire la part des choses et comprendre exactement si
véritablement ces audits lancés sont faits dans le cadre des plans d'action de l'IGE de la Cour des comptes, ou bien il s'agit d'audits spécifiés, ciblés, pour des raisons qu'il faut aussi expliquer. Je pense que c'est à ce niveau que nous nous situons pour ne pas aller trop vite en besoin. D'accord. Mais là, voilà. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Kane. Monsieur Si, est-ce que vous voyez la pertinence de ces audits? Oui, mais effectivement, là, c'est pertinent, d'autant plus que, comme Aliman l'a dit, il y a une situation de référence qu'il faut faire. Nous avons un nouveau régime qui va plus ou moins regarder les 12 dernières années, qu'est-ce que l'ancien régime a fait, faire la situation de référence, valider pour qu'ils puissent aller de l'avant par rapport demain aux engagements budgétaires qu'ils vont mettre en place pour voir est-ce que les structures fonctionnent normalement, est-ce que les dépenses publiques ont été en forme. Donc, c'est des situations de référence. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui est déjà disponible, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps? Ça, peut-être, ils vont le mettre sur la table. Mais comme on vient de le dire, c'est important. Mais ça va aussi impacter sur le calendrier de le travail. Oui, parce que certains pensent que ces audits-là, c'est une perte de temps, et de l'argent aussi. Non, mais non, je pense pas que c'est une perte de temps parce que, comme Eliman l'a dit, c'est inscrit dans un calendrier. L'État doit savoir exactement ses dépenses publiques, les deniers publics, comment ils ont été utilisés. Aujourd'hui, ils doivent le faire pour savoir. S'ils ne le font pas et qu'il y ait des erreurs et des manquements demain, ça va leur retomber sur la tête. Maintenant, il y a quand même ce que le président de la République lui-même a dit et des questions qui ont été soulevées depuis l'ancien régime et des rapports qui ont été sortis. Est-ce que pendant ces 3 mois, des mesures ont été prises? Qu'est-ce qui a été mis sur la table du président? Quelles sont les recommandations sur lesquelles ils sont en train de travailler? C'est là où ils doivent gagner du temps pour qu'on aille vite. Parce qu'ils n'ont pas 7 ans, ils ont 5 ans. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Oumar Sy, ancien député président de l'OCDEA, c'est bien l'OCDEA, Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Eliman Kane, je termine avec vous. Et, vous avez déclaré tout à l'heure qu'il y a normalement un travail en amont qu'il fallait faire. Vous attendez toujours cette communication de l'État par rapport à des sujets bien précis. Mais aujourd'hui, est-ce à dire que le gouvernement est en train de mettre la charrue avant les bœufs? Bon, je ne peux pas le dire, parce que, comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas exactement les audits dont il est question de parler aujourd'hui sont inscrits dans le plan d'action, ou bien c'est carrément une situation que le gouvernement a voulu faire en ciblant quelques institutions. Par contre, ce que mais l'un dans l'autre, ces audits sont pertinents. Absolument, mais en matière de gouvernance, il faut toujours la redevabilité. Et la redevabilité commence par ce travail de contrôle, donc d'audit de la gestion des affaires publiques. Ce qui serait une perte de temps, c'est que ce travail soit fait et qu'après que rien ne s'en suive. C'est-à-dire que c'est l'impunité qui est une perte de temps et de ressources. Voilà, donc nous espérons tout simplement que le travail qui est fait de façon permanente ou bien de façon ponctuelle par les organes de contrôle sera suivi et également diligenté en termes de suivi justement pour que s'il y a des problèmes qui sont identifiés, il y a 2 niveaux. Souvent les rapports font des recommandations, donc il y a des choses qu'il faut changer pour que les erreurs constatées ne se reproduisent plus. Mais également, il y a des sanctions à prendre. S'il y a des infractions qui sont commises, des actions qui sont contraires à la loi, ou bien des cas de faute, de malversation, de détournement, etc., il faut qu'il y ait des sanctions. Et là, c'est l'autre niveau. C'est-à-dire que c'est l'aspect judiciaire qui doit suivre le travail de contrôle. Merci beaucoup Eliman Kane, président de l'association Lex Africa. Merci également à Cheikh Oumar Sy, ancien député président de l'OCDEA. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Dans 10 minutes, ce sera avec la Djindio Gouyen. Bonne suite de programme, mesdames, messieurs. Merci. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, technique Amadi Ndiaye.
Digital Maïsambaï, réalisation et la Djindjogou, il sera là dans quelques minutes. Chef d'édition, Mam Astoukan. Bonne suite de programme sur RFM.